Bonjour à vous tous. Des manifestations massives secouent actuellement l'entité israélienne, les plus importantes depuis 22 mois. Les rues tremblent littéralement. Les habitants descendent dans la rue avec les syndicats ouvriers pour annoncer une grève générale et un arrêt de l'économie le 17 de ce mois d'août. Des membres de l'opposition et de l'armée les soutiennent, plus de 600 dirigeants sécuritaires, incluant des chefs du Mossad, du Shin Bet, des services de renseignement et des commandants militaires, ainsi que d'anciens premiers ministres, se joindront tous à cette grève. Mais au milieu de ces manifestations historiques, un scandale majeur éclate entre deux alliés supposés d'Israël. Benjamin Netanyahou sort pour les amadouer avec des mots à droite et à gauche. Mais au milieu de tout cela, une dispute éclate maintenant entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. L'Égypte dit que les comités de Sisi et les médias disent à Ibn Salman « Allez, vous dont l'imam de votre sanctuaire parlait de Samosas et abandonnez les gens de Gaza. » Les Saoudiens répondent à Sisi et ses médias « Mais vous avez le cheikh d'Al-Azhar, qui n'était pas un homme et a supprimé sa déclaration. » Le comité saoudien répond au comité égyptien « N'avez-vous pas utilisé le canal de Suez et le navire ? Ou avez-vous oublié le port d'Alexandrie quand il a reçu un camion d'équipement militaire et d'armes pour Israël ?» Le comité égyptien répond au comité saoudien « Ah, et le corridor terrestre que vous avez fait sur vos terres, ou les 5 navires pétroliers qui sont allés à Israël. » Et au moment même où ils étalent leurs secrets, regardez ces deux nouvelles. Au même moment, un navire saoudien se dirige vers Israël avec de l'équipement militaire américain. Et des navires égyptiens traitent directement avec Israël, dont un navire sortant maintenant du port d'Ashdod pour se rendre à Port Saïd en Égypte. Pendant que les régimes arabes s'entredéchirent publiquement, regardons maintenant ce qui se passe vraiment sur le terrain. Des manifestations ont lieu actuellement dans Israël. Et au moment où les pays arabes, comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte, se disputent comme des enfants, la Slovénie, le Danemark, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et de nombreux autres pays appellent à une session d'urgence au Conseil de sécurité concernant la situation à Gaza. Benjamin Netanyahou est sorti aujourd'hui pour leur répondre en disant « Vous ne croyez pas ma version, vous croyez la version du gouvernement de Gaza. » Certains médias britanniques ont répondu à Netanyahou, parce que c'est la version la plus crédible, ou du moins la plus réaliste. Aujourd'hui, Netanyahou a fait une déclaration importante qui a provoqué des manifestations plus larges que celles qui existaient déjà. Par exemple, il a dit qu'il ne livrerait Gaza ni au gouvernement de Gaza ni à l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. À qui la livrera-t-il? Il a dit à une autre autorité arabe. Vous pourriez penser que cette autre autorité arabe, c'est l'Égypte ou la Jordanie. Non. Alors qui? C'est Mohamed Dahlan, le conseiller sécuritaire de Mohamed bin Zayed aux Émirats. Mohamed Dahlan est un homme de Gaza ou palestinien à l'origine, mais c'est un homme que Israël adore et qui adore Israël. Il est l'architecte de la normalisation entre Israël et les Émirats. C'est ce que Netanyahou veut dire par gouvernement arabe. Qui va le soutenir financièrement? Mohamed bin Zayed? Il est là pour aider Israël. Mohamed bin Zayed y travaille sans réfléchir. Il n'a aucun problème. Netanyahou a également parlé et dit « Nous désarmons l'équipement militaire du gouvernement de Gaza et nous sommes sur le point de la victoire. » Bien sûr, tout Israël lui a répondu « Quelle victoire? Cela fait 22 mois que tu nous racontes la même histoire. » Cela a amené les gens des médias israéliens à dire que Netanyahou se moque de nous, au point que les familles des personnes dans Gaza sont sorties dire « Nous ne croyons aucune déclaration de Netanyahou. Nous ne croyons que les déclarations et photos qui sortent de Gaza. » Ces paroles ont coïncidé avec un appel des familles, des personnes dans Gaza et des syndicats ouvriers à de vastes manifestations le 17 prochain. Ils annonceront l'arrêt de l'économie ou, comme l'ont appelé les médias israéliens, la paralysie de l'économie d'Israël. Les syndicats ouvriers ont une organisation appelée Histadrut, qui supervise les syndicats dans Israël, syndicats des journalistes, médias, médecins, enseignants, ouvriers. Le président de cette organisation s'est joint à Yair Lapid, chef de l'opposition israélienne, et Yair Golan, ancien vice-chef d'état-major de l'armée israélienne. Avec eux, 600 éléments sécuritaires, dirigeants du Shin Bet, Mossad, se sont joints aux manifestations et à ce qu'ils ont appelé médiatiquement « paralyser l'économie » le 17 prochain. Leur ralliement a poussé Netanyahou à sortir aujourd'hui avec des mots doucereux pour eux. Au moment où Netanyahou essaie de les acheter avec des mots doux, c'est le même moment où sort l'avertissement final du parti de Smotrich, Bezalel Smotrich, ministre des Finances, qui a dit textuellement à Netanyahou
Si la prochaine session du cabinet ne définit pas une déclaration générale de contrôle complet et le début d'une opération militaire globale complète pour contrôler Gaza et y construire des colonies, je dissoudrai le gouvernement. Sur le terrain, loin des condamnations internationales et du silence arabe, Netanyahou peut-il vraiment contrôler Gaza? Ce sujet nécessite au moins 5 ans. Netanyahou se trouve entre deux feux. La pression de la rue qui tremble littéralement avec les manifestations et la pression de Bezalel Smotrich, ministre des Finances, qui possède le plus grand bloc dont le retrait du gouvernement ferait tomber le gouvernement de Netanyahou. Au milieu de cette tempête, regardez des images d'éléments des brigades Izz al-Din al-Qassam dans une rue du quartier Sheikh Radwan au nord de Gaza, où ils ont brûlé une voiture appartenant à l'un des gangs de voleurs. Les images montrent l'annonce des combattants d'Al-Qassam de l'exécution sur le terrain de ceux qu'ils ont appelés les voleurs d'aide, au milieu des acclamations des citoyens. Cela se passe maintenant dans la région d'Al-Sarouk, dans la lutte contre les commerçants corrompus et le pillage des biens publics par les brigades Izz al-Din al-Qassam. Nous suivons ces derniers développements à Tel Aviv, qui connaît des manifestations furieuses et des affrontements. Les participants exigent la conclusion d'un accord d'échange de prisonniers. Il y a peu, on a signalé l'intrusion dans les studios de la chaîne 13 israélienne pendant la diffusion d'un programme populaire. Les intrus ont exigé l'arrêt de la guerre, en plus des arrestations parmi les manifestants au centre de Tel Aviv. Ces manifestations disent « le vase a débordé ». C'est ce que les manifestants essaient de dire dans l'une des manifestations les plus importantes et les plus grandes que Tel Aviv ait connues ces dernières semaines. Des dizaines de milliers d'Israéliens y participent. Et le plus important est qu'elle ne s'est pas terminée avec la fin des discours, mais a continué en tournant autour du ministère de la Défense israélien. Des dizaines de milliers d'Israéliens se sont ensuite dirigés vers les axes routiers principaux et les ont fermés, ont allumé des feux, et des affrontements ont eu lieu avec la police israélienne, qui avait perdu le contrôle des manifestants dans de nombreux endroits et était incapable de les empêcher de fermer les rues israéliennes. La police israélienne a aussi déployé des unités montées qu'on a vues poursuivre les manifestants au carrefour et essayer de les empêcher sans succès de fermer ces axes principaux et importants au centre de Tel Aviv. Ces manifestations continuent avec un élan important, un élan sans précédent mais attendu, car les familles semblent finalement avoir perdu espoir en ce gouvernement. Les familles ont perdu confiance en ce gouvernement et même confiance en l'administration américaine qu'elles suppliaient ces dernières semaines de faire pression sur le gouvernement israélien. Et voilà que l'administration américaine s'aligne largement avec la politique du gouvernement israélien et la soutient. L'intrusion dans les studios, comme nous l'avons mentionné, de la chaîne 13 pendant la diffusion d'un programme populaire, les intrus exigent bien sûr l'arrêt de la guerre et le retour des prisonniers israéliens de Gaza à leurs familles. Cet événement est presque sans précédent en Israël, l'intrusion dans les studios pendant une émission en direct en fin de semaine, ce qui signifie que nous voyons qu'il y a des tentatives de la part des familles de prisonniers et de ceux qui les soutiennent. Il y a des organismes qui mènent ce mouvement populaire, pas seulement les familles seules. Nous les voyons essayer maintenant de franchir des étapes sans précédent dans le cadre de ces protestations. Ces organismes ne veulent pas que cet élan s'arrête, ni que ces manifestations s'arrêtent un seul jour, ou soient limitées seulement au samedi. Ils veulent que ces manifestations continuent quotidiennement. Fermeture de rues, quotidiennement, et peut-être des protestations devant les maisons des ministres, devant le siège du gouvernement israélien, pour continuer cette pression. Nous avons aussi vu aujourd'hui un développement dans les messages que les familles essaient de faire passer. Les familles exigent du chef d'état-major de l'armée israélienne qu'il désobéisse aux ordres militaires s'il reçoit l'ordre d'avancer ou d'opérer militairement dans les lieux où se trouvaient les otages. C'est quelque chose qui n'avait jamais eu de précédent, qui n'était jamais habituel en Israël auparavant. Face à cette réalité sans précédent, des rencontres ont lieu concernant la tentative de préparer une proposition d'accord global, c'est-à-dire un accord qui libérerait tous les prisonniers et détenus et qui verrait aussi la fin de la guerre israélienne sur Gaza. Cette fois, ce ne seraient pas des accords partiels, mais un accord global. Que signifie cela? Cela signifie que c'est soit tout, soit rien. C'est-à-dire arrêt complet de la guerre, en même temps entrée d'aide, sans conditions ni restrictions, et libération des détenus palestiniens dans les prisons de l'occupation israélienne qui avaient été convenues, aussi sans conditions ni restrictions. En contrepartie, Hamas libérerait tous les prisonniers et arrêterait toutes ces opérations. Mais il y a un point important mentionné dans la même nouvelle. Le problème fondamental dans tout accord qu'ils essayaient d'exécuter était la question du désarmement d'Hamas. C'était le grand problème.
Maintenant, ils disent qu'ils peuvent arriver à une solution intermédiaire. Dans cette affaire, sous la forme d'un terme appelé « gel des armes du mouvement Hamas ». Que signifie cela? Hamas arrête maintenant de fabriquer de nouvelles armes, en même temps toutes les choses qu'elle possède, elle les met de côté pour une période de 5 à 10 ans et ne les utilise pas, avec des parties garantes de cela et une mise en œuvre sur le terrain. Mais dans toutes ces circonstances, la résistance palestinienne reste active sur le terrain et n'a montré aucune attention au sujet de la pression israélienne qui se produit avec l'occupation de Gaza. Aujourd'hui, il y avait encore une nouvelle des agences de presse mondiales disant qu'un siège du commandement israélien a été bombardé. Plusieurs roquettes, lancées depuis les environs de Gaza, vers la région de l'enveloppe d'Israël, dans les zones adjacentes aux frontières à l'est de Gaza, par la résistance palestinienne. Dans les jours à venir, nous commencerons à entendre parler de nouvelles opérations que la résistance exécutera, parce qu'en bref et en toute simplicité, la résistance a vécu ce film 10 fois, et a vu ce qui se passe sur le terrain 1 million de fois. Donc, elle a sûrement appris des leçons précédentes. Dans le discours de Netanyahou aujourd'hui, quand il commentait les images de famine que toutes les agences de presse mondiales publient partout, il disait que ces images n'ont aucun fondement véridique et ne sont que fabrication et propagande médiatique, rien de plus. Il dit même que les images d'enfants qui sortaient, qui étaient atteints de malnutrition sévère et de nombreuses maladies, il dit que les enfants dans ces images ont fondamentalement des maladies génétiques et cela n'a rien à voir avec la famine. Les enfants affamés sont des images d'enfants ayant des maladies génétiques ou malades d'avant, et leur état n'est pas le résultat de la famine. Regardez jusqu'où va l'impudence. Il dit qu'il n'y a pas de famine à la base dans Gaza. Pour qu'on puisse essayer de vous transmettre une petite partie de la souffrance et de la tragédie que ces gens vivent chaque jour, imaginez que même quand l'aide leur arrive, les Palestiniens et les Gazaouis meurent même quand on leur apporte de l'aide. Comment cela arrive-t-il? L'aide est maintenant envoyée par voie aérienne et larguée par avion. Imaginez que plus de 16 Gazaouis sont morts à cause de cela. C'est-à-dire que même quand ils viennent manger, boire et prendre des médicaments, ces gens meurent aussi. Mais avant de conclure, impossible de passer sous silence une nouvelle tragique. Le journaliste de la chaîne Al Jazeera, Anas Al-Sharif, est tombé en martyr lors d'une frappe israélienne près de l'hôpital Al-Shifa, au nord de Gaza. Selon ses derniers messages publiés sur les réseaux sociaux, il appelait désespérément les pays arabes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et d'autres à laisser entrer de la nourriture pour la population. Il confiait ne manger qu'un repas tous les 3 ou 4 jours, décrivant un état de grande faiblesse physique. Jusqu'au bout, il a continué son travail, malgré les menaces directes et les campagnes de diffamation l'accusant à tort de liens politiques. Anas répétait « Faites ce que vous voulez, la couverture continue ». Avec lui, son confrère Mohamed Karik a également perdu la vie, portant à 267 le nombre de journalistes tués depuis le début de l'agression. Anas laisse derrière lui l'image d'un professionnel courageux, témoin infatigable de la réalité à Gaza, et ses mots résonneront longtemps comme une preuve accablante contre le silence et l'inaction des régimes qui pouvaient agir. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et à la fin, que se passe-t-il? Vous trouvez le Conseil de sécurité sortant en session d'urgence, et vous trouvez le représentant de tel pays sortant condamné et dénoncé, et le représentant de tel autre pays dire « Nous ne resterons pas silencieux » et tout ce blabla qui ne nourrit pas. Vous continuez à entendre dans les gros titres chaque jour aux journaux télévisés que tel pays européen a pris la décision de suspendre l'exportation d'armes vers Israël, et en même temps tel autre pays est sur le point de reconnaître l'État palestinien. Tout cela ne sont que des slogans creux pour jeter de la poudre aux yeux, et que ces gouvernements essaient de préserver une partie de leur image devant leur peuple. Par exemple, aujourd'hui en Grande-Bretagne, il y a eu de grandes manifestations de soutien à la Palestine et à la cause palestinienne. Imaginez que la police britannique a arrêté un manifestant aveugle et handicapé en même temps, juste parce qu'il brandissait le drapeau palestinien dans cette manifestation. Mais dans toutes les circonstances, souvenez-vous toujours que la colonisation ne durera jamais, que le courage et la patience soient du côté des civils et innocents et les protègent partout.